Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Lopi, secrétaire général de l'ADF. Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Trouillet, secrétaire général de l'ADF. Bienvenue donc dans ce troisième numéro de Questions Expresso avec l'ADF, l'émission qui vous éclaire sur l'impact du Covid-19 sur notre profession. Après les explications de Serge Fournier sur l'organisation de la réponse sanitaire, après celle de Philippe Rocher sur les recommandations cliniques sur le tri des urgences et la prise en charge des patients quand on est de garde, c'est tout naturellement qu'aujourd'hui nous abordons l'impact économique de cette crise sur notre profession. On a été littéralement inondé de questions sur notre boîte mail covid@adf.asso.fr. On va essayer donc aujourd'hui avec notre invité d'y répondre. Vous pouvez continuer à nous adresser vos questions pour qu'on puisse préparer les futures émissions. En effet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thierry Soulier, président des CDF. Bonjour Thierry. Bonjour à vous deux. Que la fermeture au public de nos cabinets dentaires signifie à la fois l'absence de recettes, mais aussi des frais professionnels qui continuent. Et cette situation a de quoi inquiéter l'ensemble de nos confrères, comme on l'a vu avec les nombreuses questions qui ont été posées. Donc ma première question, je rentre directement dans le vif du sujet. Comment continuer à payer ces échéances de prêt ou de leasing contractés pour s'équiper, puisque les cabinets dentaires ont des plateaux techniques très importants, quand on n'a plus de revenus comme à l'heure actuelle? Alors tout d'abord, bonjour à vous deux, merci de m'accueillir dans votre émission. Il y a plusieurs questions. La première, effectivement, concerne les échéances de prêt. La première des choses, il y a pratiquement deux situations, en fait. Soit les praticiens peuvent honorer leurs prêts, ont de la trésorerie, et ils peuvent continuer à rembourser s'ils le veulent. Pour ceux qui n'ont pas de trésorerie ou qui se trouvent dans une situation compliquée, ils peuvent se retourner vers leur organisme bancaire, leur organisme financeur, qui peuvent être donc évidemment les banques et toutes les sociétés de leasing et de crédit, pour repousser toutes les échéances de prêt. Ils peuvent le faire. Je leur conseillerais alors entre 3 et 6 mois, le temps de passer cette crise. Je dirais 6 mois, pourquoi ? Parce qu'il y a les 2 mois de confinement dont on a parlé, et puis ensuite il y aura la reprise, dont on ne peut préjuger de ce que feront les patients. Car si nous sommes impactés, il faut savoir que tout le monde est impacté. La société est impactée dans son ensemble, et que on ne sait pas du tout quelle va être la réaction des patients et comment ils vont réagir suite à la crise. Donc on peut considérer qu'il peut y avoir, je ne sais pas, on peut dire 2 mois, et ensuite on arrive dans la période estivale, qui naturellement, ordinairement, n'est pas quand même la période la plus favorable pour les investissements et puis pour pour notre économie. Donc je dirais que repousser de 3 à 6 mois auprès de se rapprocher de ces organismes sont une très bonne chose. Pour être complet, je dirais qu'il n'y a pas que les organismes bancaires. Il y a des fournisseurs aussi qui sont prêts à repousser pour tout ce qui est contrat qui ont été souscrits chez eux, les fournisseurs dentaires. Ils sont prêts eux aussi à repousser les échéances. Puis pour finir, je dirais pour aller un peu plus loin dans la question que vous posez, et pour ne pas bloquer les investissements. Il va y avoir, certainement, nous avons appris, il y aura des facilités de crédit avec la création et la mise en place de crédits express à hauteur de 40 000 € à taux zéro. C'est plutôt une bonne mesure, avec des taux qui peuvent être peut-être au-delà de ces 40 000 € qui seront garantis par l'État. Donc cela permettra aussi la reprise d'investissement après cette dure crise. Merci. Évidemment, quand on est en activité, il n'y a pas que ces prélèvements mensuels qui tombent, il n'y a pas que les crédits pro, il y a d'autres dépenses mensuelles qui arrivent. Et comment on peut, entre guillemets, couper le robinet actuellement, puisque on n'a plus de recettes, quelles sont les autres charges qu'il est possible de reporter, annuler, décaler dans la situation actuelle? Évidemment, on a parlé des frais financiers, enfin, du moins des échéances de prêt. Il est évident que dans les charges d'un cabinet, il n'y a pas que ça. Il y a les charges d'investissement, bien évidemment, mais il y a toutes les charges sociales, fiscales qui sont concernées. Là, dès l'annonce, mais même avant, on a très vite compris qu'on risquait de rentrer dans une période de confinement. On a tout de suite pris les mesures
pour alerter tous les ministères concernés, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit le ministère à Bercy ou le ministère du Travail, de manière à ce que les mesures soient prises. On l'a fait seul ou avec d'autres structures comme l'UNAPL, et je tiens d'ailleurs à remercier et à louer le travail du président de l'UNAPN, Michel Picon, qui n'arrête pas de se démener pour essayer de défendre toutes les professions libérales, y compris la nôtre, bien évidemment. Nous avons donc alerté, il n'y a pas que nous, il n'est pas question, dans une période aussi compliquée, de tirer la couverture à soi. Tous les syndicats ont agi, le nôtre comme d'autres, de manière à ce que le gouvernement entende les professions libérales, comme les professions indépendantes, comme les très petites entreprises, les TPE dont on parle. Nous sommes des TPE, de manière à prendre en compte nos spécificités. Concernant l'URSSAF, et le gouvernement nous a entendus, il nous a entendus concernant l'URSSAF. Dans l'attente, si vous voulez, des mesures à venir, il fallait repousser les échéances. Et c'est ce qui a été fait. Les échéances du mois de mars et du mois d'avril seront repoussées. Concernant la retraite, nous avons agi tout de suite auprès de la CARCD. La CARCD SF, auprès de son président, Franck Lefebvre, avec qui nous travaillons et nous sommes en étroite collaboration, de manière à repousser là aussi les échéances du mois d'avril et de mai sans aucun prélèvement, avec un lissage qui se fera sur les 7 mois suivants. Les impôts également, avec la possibilité de moduler les acomptes et donc de faire, si vous voulez, de faire interrompre de manière partielle, totale ou de repousser les impôts. Donc l'URSSAF, la retraite, les impôts. Mais pas que. Il n'y a pas que ça comme charge dans les cabinets dentaires. Il y a aussi tout ce qui concerne les loyers, l'eau, le gaz, l'EDF, enfin toutes ces charges-là qui elles aussi peuvent être arrêtées et d'être repoussées. Il y a les loyers également, il y a tout ça. Mais je devance les questions que vous allez certainement pas manquer de me poser. Voilà. Oui, Thierry, donc je voulais te passer à une autre question. Donc, je pense qu'elle englobera tes réponses que tu voulais donner. Non, mais il y a des questions là-dessus, si tu veux, Jo, qui sont fondamentales. Parce qu'on a parlé, si tu veux, de report. Mais dans la situation actuelle, la grande difficulté qu'auront les confrères, c'est aussi la reprise. Oui, parce que s'il y en a beaucoup plus à l'échelle suivante, ça ne sera pas tellement agréable. On ne pourra pas payer. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'activité. Il y a une réelle perte d'activité due à cette crise qu'on n'a pas vu venir. Je veux dire, personne n'a vu venir. Il y a 4 mois, on ne parlait pas du coronavirus. Ou très peu, on commençait à en parler en Chine, mais sans préjuger de ce que ça représenterait comme catastrophe. C'est une véritable, un arrêt de notre activité. Et quand tous les économistes le savent, quand il y a, un arrêt d'activité à un moment donné, malgré la reprise, tout ce qui est perdu. Donc le report ne suffit pas. Et là, tout de suite, moi, j'alerte le gouvernement en disant que nous ne nous contenterons pas du report, il faut de la suppression de certaines charges, purement et simplement, et nous le demanderons. Mais il y a des charges sur lesquelles on a un levier plus important. Peut-être ça sera plus facile à obtenir que d'autres. Je pense à la caisse de retraite, par exemple. Peut-être, oui, les reports, on en a parlé tout à l'heure, je viens d'en parler, de la caisse de retraite, il y aura des reports, oui, là aussi, on peut demander des annulations. La caisse de retraite a aussi peut-être un rôle social à jouer, mais là, dans une mesure très étroite. On peut demander le report, évidemment, aussi de nos cotisations, de certaines cotisations, ou report ou minimiser, mais au moins, et même la suppression à certains moments, sûrement. Mais moi, j'insiste beaucoup sur le rôle de l'État, quant à l'URSSAF et au fiscal. Il est absolument indispensable d'envisager des suppressions. Oui, ces suppressions, évidemment, ne pourront se faire que tous ensemble, tous les syndicats, l'UNAPL et toute la profession. Et là, vraiment, on compte sur vous pour relayer ces messages, nous, à l'ADF. Bien évidemment. On sera les porteurs. Bon, je voudrais passer à une autre question. Le gouvernement semble avoir mis en place, avec l'assurance maladie, des mesures d'indemnisation dédiées aux professionnels libéraux de santé, notamment les confrères et consoeurs qui ont dû ou doivent arrêter leur exercice pour garde d'enfants, qui sont confinés car ils ont été en contact avec une personne Covid+, ceux qui présentent des facteurs de risque et ceux qui malheureusement ont contracté le virus. Qu'en est-il exactement? Quelle démarche doit-on faire?
Alors, tu as très bien résumé les trois situations dans lesquelles les confrères peuvent se trouver. La première étant de contracter la maladie. Et dans ce cas-là, il y aura des jours de carence, 3 jours de carence. Il y a le deuxième cas dont tu as parlé, c'est-à-dire de respecter une période d'isolement. Et le troisième, dans le cas de la garde d'enfants. Dans les deux derniers cas, l'assurance, là, tu parles d'indemnités journalières, Joe, hein, on est bien d'accord. Et des indemnités journalières, dans le premier cas, je l'ai dit, il y aura donc un délai de carence comme toute maladie, où l'assurance maladie prendra ses indemnités à hauteur de 112 euros par jour à partir du troisième jour et à partir du premier jour dans les deux cas que tu as cités, c'est-à-dire dans le cas de l'isolement et de la garde pour enfants. Dans le cas où le praticien, le chirurgien dentiste, se trouve, hélas, dans le premier cas, c'est-à-dire qu'il a contracté le virus. Dans ce cas, les 3 premiers jours ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. C'est sa mutuelle, en l'occurrence la CSF ou l'autre, ou une mutuelle, quelles que soient les mutuelles, elles sont en général collées sur le même principe. La mutuelle couvrira à hauteur pendant ces 3 jours de ces 112 euros. Donc le praticien touchera 336 euros pour ces 3 jours. Donc entre mutuelle et assurance maladie, tout sera pris en charge. Voilà. Oui, c'est insuffisant, bien évidemment, mais bon, c'est la règle en l'occurrence. Et pour les praticiens, ils peuvent aller sur le site de l'assurance maladie et aller sur le site déclare.amélie.fr. Ils trouveront tous les éléments pour résoudre ce problème. On vient de voir ces situations un peu particulières avec cette indemnité qui certes existe, mais on est tous d'accord que c'est pas les 112 euros par jour qui feront la différence. Non. Évidemment, la question centrale que tout le monde se pose, c'est comment faire pour que nos prévoyances qu'on a souscrit se mettent à fonctionner et nous indemnisent dans la situation où nous nous trouvons. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans cette situation pour que les prévoyances jouent le jeu et où on en est des négociations et des actions syndicales qui doivent en ce moment exister pour faire pression sur ces instituts pour débloquer la situation. Ben, Julien, vraiment tu touches à un point crucial si tu veux, parce que les praticiens se posent légitimement la question, je cotise pour une prévoyance et je ne vais pas toucher quoi que ce soit dans la mesure où les assurances, les financeurs, les mutuelles, les assurances dans leur globalité se retranchent sur le principe que en cas d'épidémie ou de pandémie, elles ne prennent pas en charge cette prévoyance. Il y avait d'un côté l'indemnité journalière et il y a de l'autre côté cette partie prévoyance qui est la partie assurantielle. J'ai été le premier, nous avons été le premier, j'ai publié un communiqué de presse la semaine dernière en citant les assurances comme étant les grandes muettes, les grandes absentes de ce dossier. Tout le monde fait des efforts aujourd'hui. L'État, on peut trouver que ce n'est pas assez, mais il est indéniable qu'il y a des mesures qui ont été prises, 300 milliards de débloqués, la BCE, la Banque européenne, 1000 milliards d'euros vont être débloqués donc, pour tous les pays européens. Donc tout le monde fait des efforts, les petites et les grandes entreprises, les citoyens, tout le monde, tout le monde fait des efforts. Mais la grande muette dans cette histoire, c'est l'assurance en général qui se cache derrière ce principe de la crise sanitaire qu'elle ne couvrirait pas. Mais moi, j'en appelle au gouvernement pour qu'il fasse le nécessaire. Il est évident qu'ils ont fait un effort de 200 millions d'euros. Mais 200 millions d'euros, ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu et que nous demandons à ce que les assurances prennent leur part dans cette prévoyance que nous avons souscrit de manière à ce que les confrères puissent, les confrères eux-mêmes, il n'y a pas que nous, hein. Je comprends que cela représente une somme colossale, on parle de 10 milliards d'euros. Mais ils doivent prendre leur part et je m'appelle au gouvernement, aux assurances bien évidemment, de faire en sorte que cette prévoyance soit assurée. Mais le gouvernement sait le faire dans d'autres cas, quand il y a des catastrophes naturelles, des inondations, des choses comme ça. Évidemment, ce n'est pas la même échelle, mais ils imposent bien. Oui, ce n'est pas la même échelle, Jo. Oui, ils imposent pas la même échelle parce que
Ce n'est pas la même échelle parce qu'effectivement, enfin, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend de l'étendue de la catastrophe naturelle. Mais on a vu sur les derniers cas de catastrophes naturelles, ce sont des catastrophes naturelles liées à un endroit, sur un Oui, territoire, par exemple, dans le bien sûr. cadre, par exemple, des inondations, ça ne touche pas. Là, évidemment, c'est sur une plus grande échelle, dans la mesure où tout le monde est touché par le coronavirus et que tout le monde est impacté par l'arrêt. Donc, mais il n'empêche que malgré ça, il faut qu'il y ait un effort qui soit fait, et j'en appelle donc au monde assurantiel pour prendre la part qui lui incombe. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le gouvernement imposait quand même un petit peu un tempo, même quand c'était plus limité. Donc là, c'est à lui de jouer un petit peu vis-à-vis des assurances quand même. Il a son mot à dire, je suppose. Il a son mot à dire, il faut qu'il le fasse. On peut aussi Bon, considérer que l'arrêté ministériel qu'on est en train tous de réclamer auprès du ministère de la Santé pour venir, entre guillemets, euh, valider la décision du Conseil de l'ordre de la fermeture au public de nos cabinets pour avoir un document législatif qui entérine cette décision pourrait nous aider à mettre la pression sur les instituts de prévoyance et les assureurs pour dire voilà, nous on est fermé, il n'y a plus de recettes parce que c'est une décision d'État qui nous contraint, comme d'autres établissements qui ont dû fermer ceux qui étaient non essentiels. Voilà. J'imagine que ça doit, puisqu'on les a quand même alertés, donc ils sont bien au courant, tout le monde est au courant. J'imagine que ces discussions ont lieu actuellement. Je suis intimement persuadé. Maintenant, ce qu'il en sortira. oui. Donc je vais passer à une autre question, Thierry. L'État a mis en place un fonds de solidarité avec une aide mensuelle de 1 500 € pour les petites entreprises en difficulté, les professionnels libéraux et indépendants. Est-ce que certains confrères qui se retrouveraient dans des situations délicates en termes de trésorerie, y sont éligibles? Je vais être clair, mais il y a quoi dans ce projet de décret? Il y a, vraiment, il y a, bon, d'abord, il y a trois éléments. Il faut répondre à trois critères bien précis qui sont le chiffre d'affaires. Et avoir un chiffre d'affaires qui soit inférieur à 1 million d'euros. Là, les chirurgiens dentistes peuvent entrer dans ce cadre-là. Il y a aussi une perte de chiffre d'affaires, puisqu'on parle de chiffre d'affaires, qui, de manière comparée entre la situation d'aujourd'hui, du mois de mars de 2020, enregistrerait une perte de 70%, de 70% par rapport au mois de mars de l'année dernière. Et puis ensuite, que les praticiens aient un revenu, un bénéfice inférieur à 40 000 €. Autrement dit, rien que dans ce dernier critère, cela ne toucherait que 15% à peu près de la population dentaire, du moins des chirurgiens dentistes. Donc cette mesure, elle est inadaptée, elle est inéquitable eu égard aux efforts, parce que certes, effectivement, ça touche les plus fragiles, mais pas que, et donc inéquitable, donc inadaptée, et qu'il faudra la revoir. C'est-à-dire qu'il est évident que ces 1 500 € ne sont pas adaptés, puisqu'ils ne s'adressent pas à la difficulté, tout le monde là aujourd'hui, tous les praticiens, non. Ceux qui ont des chiffres d'affaires un peu inférieurs et ceux qui les ont au-dessus. Donc il faut que le gouvernement revoie sa copie. D'ailleurs, je me suis rapproché du ministère, du moins pas du ministère, mais de l'assurance maladie. Parce qu'il y a la mesure, peut-être une mesure d'État, et puis après, il y a la mesure, le rôle que peut jouer l'assurance maladie dans ce jeu-là. Certains confrères ont demandé à ce qu'on puisse bénéficier, vous savez, de majoration d'actes sur les actes d'urgence. Pourquoi pas, mais c'est une mesure qui serait, à mon avis, inefficace, et dans la mesure où on ne pratique que finalement très peu d'actes, même s'il y en a tous les jours. Mais ça ne compense en aucun cas, et de loin, ça ne compensera pas les pertes d'exploitation engendrées par l'arrêt d'activité, puisque les cabinets sont fermés, ils ne sont encore, je le répète, ouverts, ou du moins que pour les urgences, selon une régulation qui a été mise en place par le Conseil de l'ordre. Mais je me suis rapproché la semaine dernière de Nicolas Revel, du directeur de l'UNCAM, pour lui demander que soit prise en compte cette situation. Car il y a, au-delà de la perte d'exploitation et de tout ce que l'on a dit, il pourrait y avoir quand même une reconnaissance et une rémunération pour ceux qui sont au feu, pour ceux qui sont au front, et ça dépasse le cadre des chirurgiens dentistes, pour qu'il y ait une rémunération
par rapport à cette crise. Il y a le risque sanitaire, le risque que l'on prend, le service que l'on rend à la population, et Dieu merci, c'est notre rôle. Mais l'État et l'assurance maladie doivent jouer aussi un rôle au-delà des indemnités journalières, au-delà des pertes d'exploitation, au-delà de tout ce que l'on a dit, qui puisse être une rémunération. Et j'ai vu que certaines entreprises privées rémunéraient leurs salariés pour le risque qu'ils prennent devant. Et je pense que c'est du rôle de l'assurance maladie. J'en ai parlé donc, samedi dernier à M. Revel, et lundi à l'assurance maladie, pour rappeler cette chose-là. J'ai eu un écho favorable dont j'attends une réponse. Sous quelle forme et sous quelle modalité, je n'en sais rien, mais cette demande a été faite. Ça a été évoqué d'ailleurs par le président de la République dans son discours de hier là, à Mulhouse. Donc il a bien dit que la prise en compte de ce risque à mi-mot devait être envisagée par le gouvernement, qu'il allait le faire. Donc ça va dans le même sens, je pense. Je me félicite de l'avoir devancé parce que je l'ai demandé, moi, officiellement la semaine dernière. On voit donc bien que la réponse sanitaire s'est organisée, que concernant l'impact économique, il y a un certain nombre de mesures qui arrivent, qui peuvent bénéficier aux chirurgiens, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de sujets en suspens, entre guillemets, puisque tout n'est pas résolu, bien loin de là. Qu'est-ce que tu souhaites, toi, Thierry, dire aujourd'hui en conclusion aux confrères qui sont inquiets face à cette situation, cette absence totale de revenus, ces quelques mesures ici-là qui peuvent certes rendre les choses un peu moins difficiles, mais quel est toi ton ressenti ou le message que tu as envie de faire passer aux confrères qui nous écoutent? D'abord, la première des choses, je pense à leur santé, quoi. Je veux dire, c'est pas original de dire ça, mais le premier message, la première chose à laquelle on pense, c'est la santé de nous tous, des confrères, et donc de sortir le mieux possible et de préférence indemne de cette situation, car on le dit toujours, il faut vraiment arriver à des choses comme ça pour en prendre peut-être et être confronté à des problèmes. La santé, c'est quand même le bien le plus cher, donc déjà essayer de la préserver et donc de bien se protéger. Enfin bref, tout ce qui a été dit, je ne vais pas le répéter, je vais pas. Voilà. Donc, première des choses à laquelle je pense, c'est leur santé et notre santé à tous. Ensuite, tu as parlé, Julien, Jo, vous avez abordé tout ce sujet économique. Je ne me contente pas de ce qui a été réalisé par le gouvernement, mais il faut quand même acter que des mesures ont été prises et que donc toutes ces mesures qui consistent à pallier de manière momentanée à tous ces manques, c'est-à-dire dans tous ces reports, il est évident que c'est une chose qu'il fallait faire, c'était le minimum syndical, c'était ce que j'appelais du palliatif. Mais il y aura aussi du curatif. Et je le dis, le curatif, ça restera pour moi, c'est la suppression pure et simple de certaines cotisations. J'ai parlé de l'URSSAF tout à l'heure, pourquoi pas de certaines de l'impôt, au niveau de l'impôt aussi, qu'il puisse y avoir des défalcations de manière à ce que les confrères puissent passer, parce qu'il y aura un après, il y aura fatalement un après. Mais il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que la santé, il y a aussi quelque chose qui relève de la solidarité, si vous voulez. J'ai un message à faire passer aussi, et j'en ai parlé déjà aussi à l'assurance maladie l'autre jour. Notre profession est une profession de santé. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Il y a d'autres professions qui mouillent leur chemise, comme la nôtre d'ailleurs, mais je pourrais dire plus que la nôtre, il faut regarder les choses en face. Quand on voit les infirmiers, quand on voit les médecins, quand on voit tout ce corps médical qui est exposé dans les hôpitaux avec des moyens dont je n'ai pas peur de dire qu'ils ont été très largement insuffisants. Ça a été dit partout. Manquer de masques pour des professionnels médicaux, c'est pour des professionnels médicaux, c'est indigne d'un pays comme le nôtre. Il faudra savoir en tirer les conclusions et les conséquences le moment venu. Mais j'ai proposé, j'ai dit que si jamais notre profession, et s'il y avait de la casse parmi les professionnels de santé, nous sommes une profession de santé qui doit prendre sa part on la prend déjà par les régulations, par les urgences. Et s'il fallait aller encore plus loin, nous avons, de par notre métier, quand même des capacités médicales que l'on revendique et que l'on revendique et qui sont réelles. Et que notre profession puisse se mettre à la disposition des autres professionnels de santé, si besoin, pour rendre service aux ordres des médecins, des hôpitaux, pourquoi pas,
parce qu'il faut avoir des bras pour combattre ce coronavirus qui est un adversaire redoutable. C'est un message que je tenais à faire passer, que j'ai déjà fait passer et qui a reçu là aussi un écho favorable aux besoins. Hein. Je veux dire, on va pas. Mais s'il y a besoin, nous devons être présents pour que notre profession, qui est déjà une profession médicale, soit encore beaucoup plus reconnue. Parce qu'au départ, rappelez-vous, on ne parlait pas des chirurgiens dentistes. Nous avons insisté pour que ce vocable, le chirurgien dentiste, soit cité parmi les professions médicales. On ne parlait que des médecins, des kinés, des infirmières, on ne parlait pas de nous. Or, on a un rôle à jouer, et ce rôle, on peut le jouer. On peut le jouer au-delà de nos prérogatives habituelles. Mais c'est pour cela que l'ADF, si tu veux, a imaginé cette émission, parce qu'on avait un congrès qui était une caisse de résonance pour toute la filière dentaire, et là on souhaite que ça fasse une caisse de résonance au niveau des pouvoirs publics aussi, de la profession bien sûr à l'informant, et tout ça, ça doit servir à aller dans le sens que tu viens de décrire. Voilà, c'est pour ça que j'ai juste, allez, 4 mots pour conclure. Hein. Je finirai par les mots humanisme et engagement, je viens d'en parler, hein, et espoir et certitude. L'humanisme et l'engagement, c'est l'entraide que l'on se doit entre nous et que l'on doit aux autres. Et l'espoir et la certitude que de toute façon, on s'en sortira. Et ce qui ne tue pas rend plus fort, on sortira plus fort. Voilà. Merci Thierry. Un grand merci à tous les deux pour cette synthèse donc des mesures économiques à ce jour auxquelles les chirurgiens peuvent bénéficier. On continuera demain sur ce sujet, particulièrement sur les questions sociales, le chômage partiel, quid de nos assistantes dentaires, parce qu'on a eu aussi beaucoup de sujets, de questions là-dessus. Donc on consacrera demain une émission à ce sujet. Un grand merci à tous les deux. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions sur notre adresse mail covid@adf.asso.fr. Merci et bonne journée à tous. Merci Julien. Merci à vous.